Bienvenue à notre émission Table Ronde TF1. Aujourd'hui, on va aborder la thématique de l'immigration. En faisant appel à nos experts, on cherchera à comprendre mieux par rapport à cette question qui semble être toujours plus brûlante par rapport à l'Union européenne, mais aussi dans le monde entier. En effet, ceux qui échappent et qui décident d'aller hors patrie s'aperçoivent d'un problème. Donc, il s'agit de comprendre de quoi ils ont fui d'une dictature, ou plutôt c'est une migration de travail ou de contraintes. Alors, on va demander directement à nos experts qui sont à ma gauche. Je vous présente Ada Marciali, qui est présidente du Centre d'études socio-économiques. Ensuite, on continue avec Madame Tora, qui est anthropologue de l'Université de Boston. Encore, il y a Madame Arnoldo, qui est sociologue de l'Université de Montpellier. À ma droite, on a le plaisir de vous présenter Madame Zega, qui est co-auteure du livre Destini e Declini avec Romano Benini, mais aussi journaliste de la République. Et enfin, on conclut avec Madame Fagiolo, qui est experte de géopolitique de l'IFG, c'est-à-dire l'Institut français de géopolitique. Alors, on commence avec Madame Arnoldo qui va illustrer la perspective sociale, c'est-à-dire les bouleversements que la migration peut amener à l'intérieur de la société. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les implications culturelles, mais aussi économiques provoquées par ce phénomène? Comme vous avez dit, ce phénomène a des implications économiques, politiques et culturelles. Beaucoup des études ont mis en évidence que quand personnes provenant des cultures différentes et ethniques on active des mécanismes défensifs comme peur, anxiété et intolérance. Ces mécanismes sont jugés dangereux car ils sont capables de modifier l'équilibre existant. Ok, alors si l'on devait choisir un mot pour faire une association entre immigration, on pourrait choisir le mot racisme, le mot populisme ou le mot intégration, selon vos idées. Selon moi, l'un des concepts qui concerne l'immigration et les problèmes liés est celui d'intégration. Considéré comme un parcours qui entraîne les migrants et les pays où ils s'insèrent. Dans les cas, le phénomène peut acquérir une adaptation pendant le temps et dans notre cas, il peut donner lieu à des problèmes sociaux à cause du choc entre différentes sociétés. L'intégration passe aussi à travers l'école. Est-ce que l'école est un moyen d'améliorer cette situation selon vous? L'un des concepts qui concerne l'immigration et les problèmes liés est celui d'intégration, considéré comme un parcours qui entraîne les migrants les pays où ils s'insèrent. Dans certains cas, ce phénomène peut acquérir une adaptation pendant le temps et dans d'autres cas, il peut donner lieu à des problèmes sociaux à cause du choc entre différentes cultures. L'école est très importante et aussi la porte aux psychologues pendant les périodes d'intégration. Alors, de ce que Madame Arnoldo vient de dire, on s'aperçoit que dans l'immigration, deux facteurs sont impliqués. D'une partie le migré, de l'autre partie la société qui l'accueille. Mais cette tendance, c'est-à-dire le flux migratoire, ne semble être une tendance pas trop moderne. En effet, il semble être aussi ancienne que l'humanité. On revient même à l'Homo erectus. Est-ce que je me trompe, Madame Tora? Non, c'est vrai. On peut dire que la migration humaine, c'est un déplacement de 8 individus. C'est un phénomène aussi ancien que l'humanité. Les statistiques officielles évaluent entre 185 et 192 millions le nombre d'émigrants ayant quitté leur pays pour vivre dans notre pays. Et ce nombre augmente de 10% par an. On mesure un stock et on comprend l'immigration
l'immigration forcée et l'immigration interne. L'immigration interne sont en augmentation. Les caractéristiques de ces vagues migratoires ont diminué. Les caractéristiques principales actuelles sont la diversification des pays de provenance et de destination. On estime que l'argent injecté dans les pays d'origine est au moins égal, sinon supérieur, à la quantité d'aide financière apportée pour les pays riches aux pays plus pauvres. Les démographes considèrent l'immigration une importance d'ajustement d'ici 2050 et chance à laquelle 2 ou 3 milliards d'individus seront attendus sur la planète. Selon une théorie de l'origine africaine de l'homme moderne, l'histoire des migrants humains a commencé avec le déplacement de l'homme erectus hors de l'Afrique à travers l'Eurasie il y a 1 million d'années. Alors, justifiée par l'histoire, selon votre thèse, l'immigration peut-elle devenir un facteur de développement? Quels sont les effets positifs qu'elle pourrait avoir à l'intérieur d'une société? Non, on peut dire que le décalage historique de la transition démographique déclenche le phénomène migratoire de manière différenciée. Les pays ayant terminé leur transition démographique peuvent se positionner comme d'accueil. Un effet de la migration, c'est le brain-drain. La fuite des cerveaux, c'est-à-dire de travailleurs qualifiés, a un impact négatif sur les pays de départ. Le brain-drain a donc deux effets, l'un incitatif et l'autre dit de fuite. Du point de vue du pays d'accueil, l'arrivée des travailleurs qualifiés a favorisé le développement. Mais bon, loin de jouer l'hymne du migré, il faut analyser l'autre partie du problème, c'est-à-dire la montée de réactions parfois excessives, surtout liées aux partis, en Italie par exemple au Parti du Nord, ainsi que la Ligue du Nord de Salvini. En effet, l'Italie représente le carrefour européen et donc il faut se demander, le fait doit être rouge ou vert, Madame Marziali, pour cette population poussée hors patrie. L'Italie, en étant un des États plus proches au continent africain, est un des premiers à accueillir les migrants. Dès 1994 à 2013, l'Italie a accueilli beaucoup de cargaisons de migrants, mais l'État s'est dépassé. Les actions du peuple italien ont été très variées par rapport aux personnes très différentes entre nous pour religion, vie et lieu d'origine. Ces actions sont les fruits d'une condition de vie très précaire et car l'Italie est en train de vivre une crise économique et voit le migré pas comme une richesse mais comme une menace. Cette thèse ne semble pas être respectée par la Sicile, par exemple, qui, parmi les régions italiennes, est la région qui est plus accueillante et vante parmi ces villes de véritable excellence, ainsi que Lampedusa, Catane, Pozzallo, qui se distinguent pour l'immense générosité. Mais bon, comment sont-ils organisés les aides aux migrés? En effet, les populations du sud de la péninsule ont été les plus accueillantes. Et par exemple, l'île de Pozzallo compte 5000 habitants et avait reçu 5000 migrants. Pour ce qui concerne la ville de Catane, le maire Enzo Bianco est en première ligne pour aider les migrants et il avait accueilli beaucoup de migrants dans le palais du sport de Catane, appelé le Pala Catania. Le maire a aussi accueilli 800 bébés appelés mineurs non accompagnés qui n'ont ni nom, ni parents, ni lieu d'origine. Pour ce qui concerne l'île de Lampedusa, les habitants ne croyaient pas que ce phénomène prenait une telle ampleur et surtout qu'il provoquait un tel nombre de victimes. Les pêcheurs de l'île, selon le testimonial du capitaine Giovanni, ont dit donc qu'ils trouvent souvent des restes humains dans leurs filets. Comme a déjà dit le pape François, la Méditerranée est devenue un cimetière marin. Et le voyage est très périlleux pour ces migrants qui voyagent dans des barques vétustes et surchargées. Et pour ces raisons, ils ne connaissent pas que la Méditerranée est une mer qui change très vite. À ces propos, regardez avec attention le témoignage du médecin de Lampedusa dont le récit est incroyablement vrai et touchant. Pietro, io nel 2011 ero a Lampedusa quando ci fu l'invasione, arrivarono 7.000 in pochissimo tempo e voi lampedusani quanti eravate?
Noi eravamo 5.500, erano più loro con noi. Quindi avete avuto l'invasione islamica, avete avuto gli arabi, diciamo, Certo, in certo. lato senso, che sono sbarcati sull'isola. Da noi li chiamano i turchi, è un modo di dire, no? Sono arrivati i turchi. Tutto quello che non è europeo per noi, per loro, per Lampedusani, li chiamano i turchi. E quindi sono arrivati i turchi. Ma dico, sono arrivati, erano 7.000, sicuramente erano più di noi, tant'è che il centro era pieno. Avevamo messo a disposizione tutto quello che avevamo, i lampedusani cucinavano per loro, facevano a gara a portare vestiti, hanno messo a disposizione le proprie case, le barche per aiutarli, non è successo mai niente, non hanno litigato, non si sono infastiditi uno con l'altro, anzi si sono proprio integrati perché sono rimasti parecchi giorni, sono rimasti quasi 2 mesi con noi e quindi insomma c'è stata una convivenza pacifica. Senti, ma lo vuoi dare tu un ultimo, tu che ce l'hai sempre tu l'orso d'oro in mano, no? È vero. Te lo porti sempre tu, lo vuoi dare tu in 30 secondi un ultimo messaggio, diciamo, stasera, questa bellissima serata su questa tua esperienza, insomma, su questo film, che cosa ci puoi insegnare, che cosa ti auguri che accada? Io ringrazio il maestro Rosi che mi ha dato questa opportunità di portare le mie esperienze, la mia testimonianza, e lui è stato bravo in questo documentario ad amplificarle e a farle diventare qualcosa che ha colpito la gente. Io gli ho detto a Gianfranco, noi abbiamo svegliato l'orso dal letargo, chissà se non riusciamo a svegliare dal letargo anche quelli che non vogliono capire. Grazie. Grazie Pietro Bartolo. Gianfranco Rosi, Fuoco a Mare è in tante sale, al cinema, più di 170 sale, mi sembra. Prodotto dall'Istituto Lucera e Cinema, questo lo devo dire, perché sono stati dietro il progetto per più di un anno, lasciandovi completamente spazio, senza un termine, e completamente libero di girare. E devo ringraziare la Marina e tutte le istituzioni perché mi hanno lasciato libertà totale, non hanno mai chiesto di vedere il materiale e della fiducia totale. Quindi io devo ringraziare tutte le persone che sono state dietro questo progetto. Grazie a voi per il vostro... À côté de villes accueillantes, il y a une partie d'Italie, c'est-à-dire le nord, qui semble plutôt s'opposer aux migrants avec des réactions plutôt violentes. En effet, on l'a déjà dit, la Ligue du Nord, guidée par Matteo Salvini, semble faire l'hymne du populisme, c'est-à-dire qu'ils sont contre le migré, car ils soutiennent que le migré sont de voleurs du travail. Et donc, s'il y a le chômage en Italie, c'est à cause du migré, c'est à cause de migré. Est-ce que tu penses que la montée du populisme et donc la montée de ce sentiment trop nationaliste pourrait nous aider ou plutôt pourrait ruiner la condition d'Italie qui semble être dans l'histoire une région très accueillante? À côté de l'accueil du sud de la péninsule, les régions du nord comme la Lombardie et la Vénétie dresseraient volontairement des barricades pour n'être pas submergés des clandestins. Et beaucoup de partisans de la Ligue du Nord ont manifesté à Milan en disant donc de stopper l'invasion. Et beaucoup de gens ont dit donc que l'Italie a le 15% de chômage et on n'a pas besoin des autres chômeurs. En effet, c'est vrai donc, que l'Italie est pris de ce problème et donc beaucoup de personnes se sont suicidées à cause de chômage. Mais il est vrai aussi que nous sommes des êtres humains et donc on ne peut pas laisser noyer les personnes et qui sont en train donc, de traverser notre mer. La Ligue du Nord, c'est un parti anti-migré et le chef du mouvement, Salvini, a dit donc qu'il faut suspendre le traité de Schengen et aussi avec la ministre du Front National Marine Le Pen, il faut donc contrôler les frontières. Donc l'Europe, selon moi, doit prendre des mesures concrètes pour fesser ces problèmes et des mesures telles que des succursales de Frontex doivent être ouvertes et aussi que le nombre de migrants doit être partagé entre les différents États qui accueillent. À côté de villes accueillantes, il y a une partie d'Italie, c'est-à-dire le nord, qui semble plutôt s'opposer aux migrants avec des réactions plutôt violentes. En effet, on l'a déjà dit, la Ligue du Nord, guidée par Matteo Salvini, semble faire l'hymne du populisme, c'est-à-dire
qu'ils sont contre le migré, car ils soutiennent que les migrés sont de voleurs du travail. Et donc, s'il y a le chômage en Italie, c'est à cause du migré, c'est à cause de migrés. Est-ce que tu penses que la montée du populisme, donc la montée de ce sentiment trop nationaliste, pourrait nous aider ou plutôt pourrait ruiner la condition d'Italie, qui semble être dans l'histoire une région très accueillante? À côté de l'accueil du sud de la péninsule, les régions du nord comme la Lombardie et la Vénétie dresseraient volontairement des barricades pour n'être pas submergés des clandestins. Et beaucoup de partisans de la Ligue du Nord ont manifesté à Milan en disant donc de stopper l'invasion. Et beaucoup de gens ont dit donc que l'Italie a le 15% de chômage et on n'a pas besoin des autres chômeurs. En effet, c'est vrai donc, que l'Italie est prise de ce problème et donc beaucoup de personnes se sont suicidées à cause de chômage. Mais il est vrai aussi que nous sommes des êtres humains et donc on ne peut pas laisser noyer les personnes et qui sont en train donc, de traverser notre mer. La Ligue du Nord, c'est un parti anti-migré et le chef du mouvement, Salvini, indique donc qu'il faut suspendre le traité de Schengen et aussi avec la ministre du Front National, Marine Le Pen, il faut donc contrôler les frontières. Donc l'Europe, selon moi, doit prendre des mesures concrètes pour faire ces problèmes et des mesures telles que des succursales de Frontex doivent être ouvertes et aussi que le nombre de migrants doit être partagé entre les différents États qui accueillent. Tout malheureusement, il faut dire que le bâtiment de murs de barrage a été repris en toute sa force en Italie, en Europe, voire le cas de l'Autriche, de la Bulgarie. Le dernier fait divers ont montré la menace réelle liée à l'entrée de migrants en Europe. Et les frontières doivent être contrôlées. Alors, notre experte, Madame Fagiolo, qui est experte de géopolitique, est-ce que vous pouvez dresser une liste de pays qui ont déjà choisi d'ériger des murs de barrage? Oui, on peut nommer les principaux pays qui ont érigé des murs pour interdire les flux d'immigration illégale. Et c'est le cas du gouvernement espagnol qui a décidé en 1993 d'ériger un mur pour interdire l'accès par voie terrestre d'un mur avec un mur pour interdire cet accès d'immigration illégale par voie terrestre dans ces deux territoires du Maroc, Ceuta et Melilla. Un autre exemple, c'est le mur érigé par Athènes face à la ville turque en 2012. Et cette barrière terrestre gréco-turque est séparée naturellement par un cours de l'Ebro. Et sollicitée à l'époque par Athènes, la Commission européenne a refusé de financer cette barrière, considérée à l'époque plutôt inutile. Et en 2014, un des pays les plus pauvres d'Europe a décidé d'ériger un mur pour créer une barrière physique sur les chemins des immigrants, c'est la Bulgarie. Et un mur qui doit être prolongé de 130 km en utilisant les 15 millions d'euros reçus par l'Union européenne. En 2015, l'Hongrie a décidé de construire un mur, d'ériger ce mur avec la Serbie et le gouvernement anglais sur Calais. Et il faut considérer aussi le cas des derniers jours, le cas de l'Autriche qui a érigé un mur sur la Slovénie. Et il faut considérer un autre mur, un immense espace maritime et mortel, la Méditerranée. Et en effet, depuis janvier, plus de 2000 immigrants ont péri en état de traverser la mer. Alors, l'Europe semble s'acheminer vers un destin de décadence. Alors, l'opinion de ce soir est attribuée à notre Madame Zega, qui en étant co-auteur du livre Destini et Déclini, mais aussi journaliste de la République, peut dire quelque chose en plus par rapport à cette thèse. Oui, tout d'abord, il faut dire que la baisse n'est pas simplement une cachée économique, mais il s'agit d'un phénomène qui est très lié à la société, à l'économie, à la culture, et qui cause des effets dévastants sur l'économie d'un pays. Le nouveau livre de mon collègue Destini et Déclini réfléchit sur les conditions d'une crise, sur les effets, sur les causes, mais surtout comment une crise peut devenir un déclin.
Mais la véritable question d'aujourd'hui, si l'Europe est en train de traverser une simple crise ou un véritable déclin. La réponse peut être retrouvée à Rome, dans la capitale italienne, car cette ville démontre tous les signes d'une crise très proche au déclin. Par exemple, la corruption, la non-conformité, la dégradation morale, l'évasion fiscale due par l'oppression fiscale, mais surtout le refus du bien commun qui est remplacé par la recherche du bien individuel. Les causes sont là, par exemple la non-conformité, la perte de confiance, la perte d'identité, mais surtout la perte de compétences. Dans le livre est présentée aussi une comparaison entre la crise de l'Empire romain et la crise de l'Europe moderne, c'est-à-dire que les causes sont les mêmes. L'Empire romain a rencontré une crise qui est devenue en déclin à cause de l'incapacité de gérer le flux migratoire des Wisigoths qui voulaient entrer dans Rome. Et les circonstances aujourd'hui se répètent, car l'Europe n'est pas capable de gérer le flux migratoire des populations du Moyen-Orient, des Syriennes qui voulaient entrer en Europe. Selon l'opinion de Mme Zega, il ne faut pas avoir de la peur, de la terreur, et donc remonter de l'abîme paraît encore possible, n'est-ce pas? Oui, il y a beaucoup d'antidotes, par exemple l'école, la formation, l'innovation, mais surtout l'ouverture mentale. Et cette dernière est très liée à l'innovation, c'est-à-dire que nous devons être ouverts à l'autre, ouverts à ce qui est nouveau, qu'il soit un immigrant, qu'il soit un Européen. Et c'est l'histoire de Rome qui nous enseigne comment on peut sortir de la crise, en construisant un système commun ouvert, une véritable Europe sociale qui est ouverte à tous les peuples, à toutes les nations, à toutes les cultures, à travers une forte identité, mais surtout à travers l'intégration. Cette comparaison est vraiment très intéressante entre les Romains et les Européens. Mais il faut le dire, le peuple envahisseur sont porteurs d'une culture bien plus forte que celle des Wisigoths. Or, selon vous, selon votre idée, auront-ils du succès les Arabes, les Chinois? Tout d'abord, il faut dire que les immigrants, les investisseurs de l'Empire romain avaient un avantage sur les investisseurs d'aujourd'hui de l'Europe. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas porteurs d'une culture si forte et ils ont reconnu la supériorité de culture des Romaines. Au contraire, les investisseurs, les immigrants d'aujourd'hui sont porteurs d'une culture très forte. Par exemple, la culture chinoise, la culture arabe. Et donc, on pense qu'ils veulent démontrer leur supériorité de culture. Et on peut dire que la crise qui peut suivre peut être considérée plus meurtrière que la crise de l'Empire romain. Mais après cette constatation de Mme Zega, je veux remercier tous mes hôtes et je vous donne rendez-vous demain avec Table Ronde TF1 à 8h. Bonne soirée.